La tronche en biais, la chaîne de l'esprit critique. C'est un petit peu compliqué, on a tous ce biais rétrospectif, mesdames et messieurs, qui fait que une fois que les éléments sont passés, on surestime notre capacité à avoir prédit ce qui allait se passer. Donc aujourd'hui, là où on en est, il y a beaucoup de gens qui estiment qu'ils avaient prédit tout ce qui allait passer. Et quand on regarde vraiment l'enchaînement des choses, c'est un peu différent. Et donc on a besoin de ça, moi en tout cas j'ai besoin de ça, de repartir. Donc l'épidémie commence en décembre, peut-être même un petit peu avant décembre. En France, on en parle, en tout cas la chloroquine, puisque c'est le sujet, on en parle plutôt en février. Est-ce que l'un d'entre vous veut nous rappeler comment ça commence? Et on va parler de Raoult, mais ce n'est pas le sujet ce soir, même si évidemment c'est l'ambassadeur du traitement dont on va parler. À mon sens, l'histoire a commencé, effectivement, l'histoire de la chloroquine a commencé en février, quand Didier Raoult a publié quelques vidéos. À l'époque, il ne s'agissait pas encore d'articles scientifiques, il s'agissait de vidéos et de déclarations dans la presse, pour dire qu'il estimait que c'était la fin de partie pour cette épidémie qui commençait à peine en Europe, en réalité. Puisqu'il avait trouvé un traitement qui était très efficace. En fait, il disait qu'il n'avait pas forcément trouvé, il s'appuyait sur une étude chinoise qu'on n'a jamais vue. Et là, c'était en février, là on est en juin, fin juin d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas une étude en réalité. Voilà, et alors effectivement, il parlait d'une étude. En fait, si quelqu'un la voit, cette étude, on est très intéressé. En fait, la seule chose qu'on a pu trouver, c'est le compte-rendu d'une réunion où des officiels chinois ont dit il se pourrait que ça marche, si on fait des essais dans différents hôpitaux, on voit que ça marche. On n'a jamais vu la moindre statistique, le moindre résultat. En fait, il semblerait que c'était juste une déclaration en l'air de la part d'un officiel chinois. Et donc, 4 mois après, on n'a rien vu sortir. Il y avait quand même quelque chose, et il faut quand même le signaler, des études, ce qu'on appelle in vitro. Pour être plus précis, il faudrait appeler ça ex vivo, c'est-à-dire sur des cellules en culture. Donc, c'est pas dans un tube à essai comme on l'entend quelquefois, c'est sur des cellules qui poussent dans une boîte de pétri. Et donc, on peut contaminer avec le virus. Et on leur met toutes sortes de médicaments sur le coin de la figure, et il y en a quelques-uns qui réussissent à réprimer le virus dans ces cellules. Et effectivement, de ce point de vue-là, la chloroquine était efficace, mais c'était loin d'être la seule. En fait, dans des cellules en culture comme ça, on peut facilement mettre des doses qui ne seraient pas supportables par un patient sur pattes. Parce qu'en fait, les cellules en culture, elles sont beaucoup moins douillettes qu'un patient. En tout cas, elles nous expriment beaucoup moins explicitement quand quelque chose ne va pas. Donc, on peut vraiment mettre des grosses doses qui finissent par avoir des effets, quelque chose qu'on n'arrivera jamais à reproduire dans un patient. Pour donner une image aux gens, il y a une BD qui circule, c'est que quand on vous dit que tel produit est efficace, par exemple, contre les cellules cancéreuses en boîte de pétri, rappelez-vous qu'une balle de fusil aussi est efficace contre les cellules cancéreuses en boîte de pétri. Et donc effectivement, et notamment la chloroquine marchait dans ces conditions-là, mais le remdesivir aussi. En fait, à peu près tous les trucs qui sont maintenant, dont on parle maintenant, marchaient tous très bien dans les cellules en culture. La vraie marche à passer après, c'est passer in vivo. Et de ce point de vue-là, donc la première étude qu'on ait vue sortir, donc c'est ce fameux article du labo Raoult qui a été publié en ligne le 20 mars et qui avait été accepté pour publication le 17 mars, après avoir été soumis par les auteurs la veille seulement, donc il aura été évalué par le journal en 24 heures. Et donc cet article dans lequel il compare 26 patients traités à 16 patients non traités, et au prix de malversation, ce sont vraiment des fraudes scientifiques, ils triturent, ils bidonnent les statistiques. Eh bien, à ce prix-là, ils disent voir un effet bénéfique du traitement à l'hydroxychloroquine, et spécialement quand elle est donnée en association à l'azithromycine, parce que certains de leurs patients étaient traités avec l'azithromycine en plus de l'hydroxychloroquine. Alors, tu as parlé de malversation. J'invite les gens à aller voir ta chaîne où tu décryptes un peu ça. On a aussi fait 2 vidéos sur les articles de l'équipe Raoult. Il y a un vrai problème sur la manière dont les résultats sont présentés. Donc, en gros, ils se vendent de faire beaucoup mieux que notamment les gens du Grand Est. Et dans le Grand Est, il y a M. Barrault. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'on meurt moins chez Raoult? Parce que si c'est vrai, oui, c'est vrai qu'on meurt moins. C'est vrai qu'on meurt moins chez Raoult. Alors ça prouve quoi? Rien. Pourquoi? On meurt moins chez Raoult parce que... Alors, on meurt moins... Alors, chez Raoult, c'est quoi? C'est à l'IHU, c'est à Marseille, c'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est quoi? Moi, je n'ai pas les détails des chiffres. En plus, il est très flou lorsqu'il en parle. Alors, les chiffres, ils sont sur son... Alors, je ne suis pas retourné voir ces derniers temps, mais ils étaient sur le site de l'IHU, où on avait les statistiques du monde, de France et puis de l'IHU. Alors, c'est très simple. On ne meurt pas à l'IHU parce qu'il n'y a pas de service de soins critiques, en fait. Il n'y a pas de réanimation, il n'y a pas d'unité de surveillance continue. Ça veut dire qu'on ne garde que des malades pas graves, en fait. Donc, évidemment, quand on n'est pas grave, on meurt moins que quand on est grave. Et quand il devient grave, il est transféré dans une autre unité fonctionnelle, donc il n'apparaît plus dans les chiffres de l'IHU, en fait. C'est très pratique. C'est une immense pirouette rhétorique, en fait. Mais comment
Comment on fait? Et alors, effectivement, il y a eu moins de morts parce qu'il y a eu moins de malades, en fait. Il y a eu moins de malades, il y a eu moins de malades, il y a eu moins de malades graves qui ont bénéficié du confinement, hein, bien sûr. Donc, tous ceux qui étaient dans l'Est, où il y avait le cluster de Mulhouse, et puis tous ceux qui étaient en région parisienne ont pris la vague. Et puis, évidemment, plus vous allez vers le sud et l'ouest, moins il y a de vagues, quoi, c'est normal. Hein. Donc, quand il y a moins de malades, et qu'en plus, vous n'avez pas de lit de soins critiques, et qu'en plus, vous faites des files d'attente devant votre IHU pour détecter plein d'asymptomatiques, évidemment, le dénominateur du chiffre de CFR, on a dit, hein, de Case Fatality Rate, il augmente. Donc, voilà, c'est des tours de passe-passe, mais ça, qu'on le veuille ou non, cette phrase-là, on meurt moins chez Raoult, entre guillemets, elle est extrêmement convaincante parce qu'il y a des chiffres qui donnent l'impression que c'est vrai. Oui, mais on meurt moins en Allemagne, on meurt moins en Islande, qui ont eu les mêmes politiques de dépistage, sans donner de chloroquine. Donc la question à moi, c'est pourquoi est-ce qu'on meurt plus avec la chloroquine à Marseille qu'en Islande ou en Allemagne, par exemple? Pour troller un peu, est-ce que c'est pas la chloroquine qui explique qu'il y a un petit peu plus de morts à Marseille qu'en Allemagne ou en Islande, par exemple? Je pose la question.